il y a une criminalisation du soutien à la Palestine qui fait peur. Elle fait peur d'abord aux Français musulmans, parce qu'ils sont les premiers visés par ça, parce que dès qu'ils ouvrent leur bouche, on dit vous êtes des terroristes camouflés, ce qui est de toute façon la stratégie du gouvernement aujourd'hui à l'égard des communautés musulmanes. Mais aussi, elle fait peur aux gens qui ont envie de s'engager, c'est-à-dire, moi j'ai des amis qui ont été convoqués, et ils ont une épée de Damoclès, ils peuvent faire leur travail, ils peuvent être stigmatisés. Voilà, c'est un climat qui évolue, ça a peut-être un tout petit peu changé compte tenu de l'ampleur des crimes israéliens à Gaza. Pendant 3 mois, on a été dans une atmosphère totalitaire. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir pour l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes journaliste, spécialiste reconnu du Proche-Orient et du monde arabe. Vous êtes également le fondateur de Orient 21 et Afrique 21, donc 2 sites internet sur lesquels vous analysez notamment la situation au Proche-Orient et notamment le conflit israélo-palestinien. Vous venez de publier très récemment Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, aux liens qui libèrent, dans lequel vous analysez le choc du 7 octobre et ses retombées, notamment en France. Dans ce livre, vous nous invitez notamment à replonger dans le passé pour s'interroger sur l'avenir. Alors pour commencer cet entretien, je souhaiterais qu'on revienne sur les accords d'Oslo de 1993. Évidemment, dresser la généalogie du conflit serait très long, mais je pense que c'est important de commencer l'entretien justement sur ces accords-là. Comment la colonisation, l'apartheid qui ont suivi, ont pu-elles se mettre en place sous nos yeux d'indifférents? Écoutez, les accords d'Oslo ont été signés le 11 septembre 1993 dans une cérémonie assez spectaculaire avec la présidence de Yasser Arafat, de Rabin et du président William Clinton. C'était une période historique d'abord très particulière pour 2 raisons. D'abord internationalement, parce que l'Union soviétique avait disparu, la guerre froide était finie, on avait l'impression d'être dans un processus de règlement de tous les conflits, aussi bien l'Afrique australe que l'Amérique centrale, même les conflits type Irlande, Pays Basque, on avait l'impression qu'on allait vers des solutions. Enfin, il y avait une espèce d'euphorie qui favorisait la situation entre Israéliens et Palestiniens qui était particulière. C'est que les Palestiniens sortaient de la première intifada, qui était ce qu'on a appelé l'intifada des pierres, où ils s'étaient soulevés pour revendiquer leurs droits. Il y avait une très forte répression, une fatigue de cette société palestinienne. Et en face, du côté israélien, il y avait aussi une forme de fatigue et donc disposition à essayer de trouver un accord. L'accord était un compromis très bancal, mais bon, au moins, on avait l'impression que le gouvernement israélien, dirigé par Rabin, et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, allait arriver à s'entendre. La solution était de trouver c'est évident, c'était pas de régler tous les problèmes, il y en avait de trop nombreux, mais de dire qu'il allait avoir une période de transition durant laquelle les Palestiniens disposeraient d'une autonomie et au bout duquel on réglerait toutes les questions de savoir s'il y aurait un État, quelles seraient les frontières de son État, le problème des réfugiés, etc. Il y a des gens qui disaient que c'était impossible, il y a des gens qui pensaient qu'il y aurait peut-être une dynamique un peu semblable à celle qu'on avait pu avoir en Afrique du Sud. Quoi qu'il en soit, cette dynamique a échoué. Elle a échoué pour beaucoup de raisons, on ne peut pas la résumer en une. La première des raisons, c'est qu'à aucun moment, les Israéliens n'ont renoncé à leur domination sur la Cisjordanie et à la colonisation de la Cisjordanie. En 1993, il devait y avoir 100 000 de colons en Cisjordanie, sans parler des colons de Jérusalem-Est. Au moment où va éclater la seconde intifada et donc l'échec des accords d'Oslo, c'est 10 ans plus tard, il y a 3 fois plus de colons. Donc ça a été vraiment le problème essentiel, avec en arrière-plan, si vous voulez, la conviction des Israéliens, et ça c'était vrai de Rabin, comme de Pérez, comme de la droite israélienne, que de toute façon les droits des Israéliens sont supérieurs aux droits des Palestiniens. Que eux, ils ont droit à la sécurité absolue, mais pas les Palestiniens. Donc, ça a créé un déséquilibre. De toute façon, la négociation a été totalement déséquilibrée dès le départ. Je veux dire, on avait une des illusions d'Oslo, c'est l'impression que il y a 2 partenaires, ils vont négocier de bonne foi, et on va arriver à la paix. Le problème, c'est que le déséquilibre était tel que les Israéliens n'avaient aucun incitatif à faire des compromis, et qu'à chaque fois,
a eu des crises et des blocages chez les Palestiniens qui ont dû faire les compromis. Et le pire dans cette situation, c'est que la communauté internationale, enfin ce qu'on appelle la communauté internationale, là c'était essentiellement les Américains et l'Union européenne, ont chaque fois qu'il y a eu une crise fait pression sur les Palestiniens pour qu'ils fassent des compromis supplémentaires. Ce qui fait qu'au bout des 5 ans prévus pour l'autonomie, la situation des Palestiniens s'était aggravée. Il y avait un refus de continuer à négocier pour n'aboutir à rien. Et ça a éclaté la deuxième intifada, qui a été beaucoup plus violente que la première, puisque là, la première intifada, les armes n'avaient pas été utilisées du côté palestinien, du côté israélien, ils ont toujours tiré de toute façon. Et là, ça a pris une dimension supplémentaire avec l'usage d'attentats suicides, pas seulement par le Hamas, mais aussi par le Fatah, et qui ont acté en fait l'échec des accords d'Oslo. Vous parliez du Fatah. Est-ce que justement toute cette escalade, notamment du côté d'Israël, c'est aussi un échec aussi de l'autorité palestinienne et du Fatah? Parce qu'on voit que notamment en Palestine, il y a 2 villes qui s'opposent, Ramallah et Gaza, où on a d'un côté une jeunesse qui aspire à autre chose et qui ne se tourne pas vers le Fatah. Non, mais là, vous faites un saut un peu dans Dans le temps. l'histoire, c'est-à-dire après l'échec, c'est de 2001, il y a l'éclatement, 2000, il y a l'éclatement de la seconde intifada. Ça va extrêmement violent. La société israélienne va se braquer, va apporter Netanyahou au pouvoir, il va tout faire pour saboter les accords d'Oslo, les vider de tout contenu. Mais je dirais tant qu'il y a Yasser Arafat, l'autorité palestinienne dispose d'une certaine autorité parmi les Palestiniens. Mais avec la mort d'Arafat, sans doute d'ailleurs assassiné par les services de renseignement israéliens, l'autorité palestinienne va se déliter. Et puis, sous pression internationale, on va avoir des élections en 2006, oui, 2006, je crois. Oui, 2006. Et à ces élections, il y a 2 forces principales, le Hamas et le Fatah. C'est le Hamas qui va gagner, pas très largement, mais il va gagner comme dans une élection démocratique, pour une raison simple d'ailleurs qui n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec... C'est le fait que la ligne stratégique offerte par le Fatah, c'est-à-dire un compromis, négociation politique, etc., elle a échoué. Et donc, je dirais, comme c'est normal, l'opposition gagne. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où l'opposition est gagnée, d'abord les Occidentaux qui avaient poussé à des élections, qui ont reconnu le caractère libre de ces élections, ont dit « Ah, vous avez bien voté, vous avez voté, mais vous avez mal voté, donc on va vous boycotter ». Donc ils ont coupé les vires à la communauté palestinienne et ils ont poussé à la rupture alors qu'au départ il y a un accord pour qu'il y ait un gouvernement de coalition, etc. Là, on va pousser vers la rupture. Et bon, il y a une situation qui va arriver à un affrontement militaire très violent, notamment à Gaza, où le Hamas va s'emparer du pouvoir à Gaza et le Fatah va garder le pouvoir en Cisjordanie. Donc il y a cette rupture et effectivement, elle rend les négociations plus difficiles parce que les Israéliens disent toujours on ne peut pas négocier parce que si on négocie avec la Cisjordanie et ce qui représente vraiment les Palestiniens. En même temps, on le sait maintenant, les Israéliens font tout ce qui est possible pour qu'il n'y ait pas réunification des Palestiniens, y compris en aidant le Hamas. Et on arrive à une impasse avec une situation qui est différente entre la Cisjordanie et Gaza. Gaza, maintenant, l'autorité palestinienne qui a, je sais pas, 200 000 fonctionnaires, donc qui a une présence bureaucratique qui gère les écoles, etc., etc. La seule légitimité si on peut dire, c'est la collaboration sécuritaire avec Israël. Ils ont perdu toute légitimité dans la population palestinienne parce qu'ils servent d'auxiliaire à la répression israélienne et en même temps, maintenant, je veux dire, les accords d'Oslo n'ont plus aucun contenu, c'est-à-dire que les Israéliens rentrent comme ils veulent, alors que c'est interdit dans toute ville palestinienne, et ça bien avant le 7 octobre. Le Hamas, lui, s'est construit sur une ligne radicale d'opposition à Israël, donc c'est pour ça qu'elle a été en partie entérinée par la population,
Mais en même temps, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire ce qui fixe la stratégie du Hamas, c'est pas ni le Coran, ni des textes religieux, etc., même si ça a une influence, c'est le compromis politique, enfin, c'est le compromis politique, les intérêts politiques. Et à plusieurs reprises, le Hamas a négocié avec le Fatah. Ils sont arrivés à des solutions d'accord, y compris avec le fait que le Hamas acceptait que l'objectif soit la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale, donc une solution pour eux de compromis, puisqu'ils sont pour la libération, comme ils disent, de toute la Palestine. Mais il y avait des possibilités, mais je dis, ni la communauté internationale, ni les Israéliens ne voulaient cette réunification de la scène palestinienne. Ce qui est intéressant, c'est dans l'évolution du conflit, c'est vraiment aussi l'accélération de la propagande israélienne que vous justement vous analysez aussi dans l'ouvrage. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la propagande, elle fait autant écho, notamment en Occident? Comment se structurent actuellement les relais médiatiques autour de ce conflit et quel est l'impact aussi de tels relais Alors bon, ça dépend évidemment des pays. Les États-Unis, c'est pas l'Europe, la France, c'est pas. Mais ce qui est intéressant dans les évolutions des dernières années, c'est que la position française, qui était historiquement d'œuvrer pour une solution politique, la de France a Villepin, ouais. été. Pardon? De Villepin, par exemple, notamment. Oui, non, mais bien avant Villepin, c'est Giscard d'Estaing, par exemple, là, c'est lui qui a entraîné l'Europe pour accepter ce qu'on a appelé la déclaration de Venise en 1980, la reconnaissance de l'OLP comme un interlocuteur valable, alors que les Américains et les Israéliens disaient que l'OLP est une organisation terroriste, ce qu'ils disent aujourd'hui du Hamas, la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens, et la volonté d'essayer de trouver une solution politique et diplomatique à ce conflit. Là, maintenant, depuis une quinzaine d'années, ça a changé, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la situation en Palestine, mais tiennent aussi à tout ce qu'on a appelé la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire depuis 2001, de plus en plus, l'Occident et la France entrent dans une vision du monde qui est une vision de guerre mondiale, de civilisation entre l'Occident et le reste du monde, entre l'Occident et l'islam, entre l'Occident et le reste du monde, etc. Et bon, ça a commencé en 2001 avec la guerre contre le terrorisme lancée par le président Bush, mais ça a continué après. Et aujourd'hui, en France, en tous les cas, on peut dire qu'il y a un retournement à 180 degrés des positions de toute la classe politique française. C'est-à-dire, je cite dans le livre des positions prises par le général de Gaulle. Aujourd'hui, il serait accusé d'être antisémite. Je veux dire, que ce soit d'ailleurs sur le terrorisme, où il explique très bien que l'occupation ne peut engendrer que la résistance que les Israéliens qualifient de terrorisme, ou quand il parle de l'influence des milieux israéliens sur les milieux de l'information en France. Donc il y a un vrai changement de paradigme. La France ne voit plus les racines du conflit comme reposant sur l'occupation par Israël des territoires occupés, ce qui est la position du droit international, je le rappelle, mais elle pense que finalement, en Israël, c'est un des fronts de la guerre mondiale contre le terrorisme dans lequel l'Occident est engagé. Et ça, c'est même étonnant à quel point le changement est radical. Le changement a pu se faire de manière radicale en 15 ans en France, sans que ça suscite le moins de débat. C'est pas qu'il y a, bon, on pourrait dire, bon, c'est normal, on a le droit de changer de politique, ce qui est vrai, mais de l'affirmer en tant que tel. Et aujourd'hui, la position française, c'est de dire, ah non, nous n'avons pas changé, nous sommes toujours pour les deux États. La différence, c'est qu'ils sont pour les deux États, mais qu'ils s'allient stratégiquement avec Israël et ils ne font rien pour les Palestiniens. Surtout, ça se ressent même dans l'utilisation, vous en parlez dans l'ouvrage, de Israël-Hamas, mais plus Israël-Palestine, quoi. Il n'y a plus... Oui, puis, le 7 octobre, on a atteint un niveau de propagande digne d'un État totalitaire. Hein. Vraiment, c'était inimaginable. C'est comme si, brusquement, les médias et les politiques découvraient le conflit, comme s'il avait débuté le 7 octobre. Et comme j'ai dit, le 6 octobre, on était quoi? À la veille d'un accord sur les droits des Palestiniens? On était à la veille de la levée du blocus de Gaza? Non, on était dans une situation calme, c'est-à-dire, pour les Occidentaux, une situation calme, c'est une situation où on ne tue que les Palestiniens. Et ça, il y avait tous les jours des Palestiniens tués en Cisjordanie, notamment, où le Hamas n'est pas est une force relativement secondaire, mais on tuait quand même des Palestiniens.
Ça, c'est la situation que les Occidentaux considèrent comme normale. Mais qu'il y ait une réaction à cette occupation qui date d'il y a, il faut rappeler, 60 ans. C'est une occupation condamnée par les Nations Unies, condamnée en principe par les pays occidentaux. Et pourtant, on ne fait rien. Je veux dire, beaucoup ont fait la comparaison, regardez, avec l'Ukraine, je dis, en 3 mois, à Gaza, il y a eu plus de morts qu'en 2 ans en Ukraine, de morts civiles. Je veux dire, on est vraiment dans un deux poids, deux mesures, d'ailleurs, qui aggrave, à mon avis, le fossé entre l'Occident et le reste du monde. Oui, ça, on y reviendra à la fin de cet entretien, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez éclairant dans l'ouvrage que vous avez publié. Il y a un autre article où justement, mais sur Orient 21, intitulé Gaza, l'escorte médiatique d'un génocide, où vous analysez le poids des médias, la guerre des mots qui a lieu. Vous parliez notamment là de terrorisme, et on entend beaucoup là, actuellement dans les médias, et notamment c'est aussi la part du gouvernement, cette idée d'apologie du terrorisme dès que quelqu'un manifeste en faveur des Palestiniens. Et un débat doit avoir lieu et dès qu'il y a des discussions en cours, et ben c'est tué automatiquement. Comment expliquer ce tabou autour des crimes de guerre et de génocide dans les médias et l'absence d'analyse, alors que même de la part, on pourrait peut-être même de la part des universités en attendre peut-être beaucoup plus aussi. Non, je pense que les Français ont peur, une partie des Français a peur de s'exprimer. C'est-à-dire, il y a une chape de plomb qui s'est abattue sur l'université. Alors maintenant, il y a heureusement un certain nombre de mouvements étudiants, mais ils sont criminalisés. C'est-à-dire, c'est extraordinaire d'entendre un ministre dire que les étudiants de Sciences Po ont mis Sciences Po à feu et à sang. Il n'y a pas eu un incident grave à Sciences Po. Je veux dire, il y a une criminalisation du soutien à la Palestine qui fait peur. Elle fait peur d'abord aux Français musulmans, parce qu'ils sont les premiers visés par ça, parce que dès qu'ils ouvrent leur bouche, on dit que vous êtes des terroristes camouflés, ce qui est de toute façon la stratégie du gouvernement aujourd'hui à l'égard des communautés musulmanes. Mais aussi, elle fait peur aux gens qui ont envie de s'engager, c'est-à-dire, moi j'ai des amis qui ont été convoqués, et ils ont une épée de Damoclès, ils peuvent faire leur travail, ils peuvent être stigmatisés, et tout ça sans, je veux dire, voilà, c'est un climat qui évolue, et c'est vraiment, je dirais, encore une fois, ça a peut-être un tout petit peu changé compte tenu de l'ampleur des crimes israéliens à Gaza, mais pendant 3 mois, on a été dans une atmosphère totalitaire. Du point de vue des médias dominants, bien sûr, vous trouvez toutes les opinions, vous pouvez lire Orient 21, Arrêt sur image, Blas, etc. Mais pratiquement, bon, moi je donne mon cas personnel, pas parce que c'est moi, mais ça fait 50 ans que j'écris. J'ai écrit des livres qui ont eu quand même un certain succès sur cette question. Je ne suis jamais invité par un grand média. Depuis le 7 octobre, je n'ai jamais été sollicité. Et les fois où j'ai été sollicité, ça a été annulé la veille ou l'avant-veille. Donc, et ça, c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb qui a abouti et qui est vraiment inquiétante parce que c'est la négation de la démocratie. Et il y a une certaine logique à ça. Il y a eu Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a fait une longue analyse de cette question. Je la cite. La guerre sur le terrorisme, si vous êtes dans une guerre contre le terrorisme, vous êtes dans une guerre entre le bien et le mal. Et avec le mal, on ne discute pas. Il y a pas, donc on est dans une guerre sans fin avec le Hamas, le terrorisme, l'islamisme, je ne sais pas quoi. Mais on est aussi une guerre contre ceux qui émettent des réserves. Si vous émettez des réserves, vous êtes un complice, non pas d'une analyse différente, vous êtes complice de gens qui sont des terroristes. Donc, il ne faut pas vous donner la parole. Voilà, ce qui est quand même extraordinaire quand on sait les manifestations qu'il y a eu autour de Charlie, avec tout le monde était Charlie, tout le monde était pour qu'on puisse dire, avoir différentes opinions. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des opinions qui sont inacceptables pour les médias dominants et pour les politiques. Comme vous le dites dans l'ouvrage, mais aussi dans l'article, ça fait voler en éclats toutes les valeurs d'universalisme, de liberté, de démocratie Bien sûr. Non seulement on les fait voler en éclats, mais on les discrédite dans le monde, parce que l'Occident qui se parait de cette défense des droits humains, de liberté de la presse, etc., est en train de bafouer ces valeurs. Je cite
le président colombien qui est au sommet de Davos dit en fait la devise liberté, égalité, fraternité, elle a quitté Paris pour s'installer en Afrique du Sud. Et c'est vrai, c'est-à-dire aujourd'hui, le symbole de la liberté, c'est plus Paris. Au contraire, Paris est un symbole d'un totalitarisme mou, je dirais. Par rapport à, je reviens juste sur les universités, ça permet aussi de faire un point avec ce qu'on était en train de dire, de discuter. Partout aux États-Unis, en France, les universités se mobilisent. Qu'est-ce que la situation en Palestine dit aujourd'hui de l'Europe, mais même du monde? Et est-ce qu'il n'y a pas un fossé justement entre d'un côté des étudiants, des jeunes qui ont l'impression qu'ils sont les seuls à se mobiliser, et puis une classe dirigeante qui est complètement... Non, mais ça dépend des endroits. C'est-à-dire, en France, c'est un des pays européens où on se mobilise le moins à cause de cette répression très forte qui s'est exercée dès le lendemain du 7 octobre. Mais vous voyez les manifestations au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Belgique. Il y a des possibilités de mobilisation plus grandes. Ce qu'on peut dire, c'est que le monde est coupé en deux d'abord. C'est-à-dire, on a l'humanité qui soutient la Palestine, sauf les Occidentaux. Ça, c'est au niveau disons, des États. Et puis, au niveau des opinions publiques, il y a une partie de la jeunesse qui se mobilise, comme elle s'est mobilisée pour le Vietnam, comme elle s'est mobilisée pour l'Afrique du Sud, de la jeunesse occidentale, et elle est un espoir quelque part que le fossé, justement, ne soit pas entre l'Orient et l'Occident, enfin, entre Orient et Occident ou entre Occident et le reste du monde, mais qu'il soit un fossé politique. Et le fait que la jeunesse se mobilise est très important. Et les 2 derniers mois, si Gaza est resté au devant de l'actualité, en tous les cas en Occident, c'est grâce aux étudiants américains. C'est-à-dire, on a parlé des campus, on a parlé de ce qui se passait sur les campus, ça. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important et qui est porteur d'espoir, parce que c'est justement une vision qui n'est pas une vision identitaire, mais des luttes qui se basent sur la défense du droit international. J'ai une dernière question par rapport à cette situation. Dans votre livre, Israël-Palestine, vérité sur un conflit, le premier livre justement que j'avais lu et qui m'a permis de comprendre notamment un peu plus le conflit, qui est, j'ai l'impression même en France et en Occident, il est très très mal expliqué. On a très peu de... les faits historiques sont jamais évoqués, on en discute finalement très peu et on creuse jamais. Vous soulignez vos craintes que la poursuite de l'occupation entraîne les deux peuples dans un gouffre, et ça aussi c'est ce que vous soulignez dans l'article. Vers quoi aujourd'hui on peut se diriger et quelles peuvent être les conséquences, notamment sur le Proche-Orient, parce qu'on voit qu'il y a aussi une perturbation qui va au-delà de la Cisjordanie, quoi. C'est vraiment très difficile. Moi je dis toujours, il ne faut jamais faire de prévision parce qu'on se trompe toujours. Il y a trop d'éléments d'incertitude. Ce qui est sûr, d'abord, c'est qu'on a un génocide en cours. Même si on dit que ce n'est pas un génocide, on a des massacres en cours et que la priorité, évidemment, c'est à cesser le feu pour arrêter de massacrer les Palestiniens. Je dirais ça, c'est... Deuxièmement, il y a des possibilités d'extension du conflit. On l'a vu avec les affrontements entre Israël et l'Iran. Bon, une des réalités, c'est que l'Iran ne veut pas de guerre et fait tout pour éviter la guerre. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans le gouvernement israélien qui aimeraient étendre les conflits, à attaquer le Hezbollah, à aller attaquer l'Iran, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la tendance dominante. Donc, mais il y a quand même des risques de conflit. On l'a vu quand même. Il y a déjà des répercussions. La question des Houthis au Yémen qui bloquent un certain nombre de navires en mer Rouge a déjà des conséquences politiques, économiques. Les navires ne passent plus par le canal de Suez, qui a des conséquences très graves pour l'Égypte. Enfin, il y a plein de conséquences. Et puis, la situation est tellement volatile que un missile qui rate sa cible et qui tue des dizaines de civils ou tout peut déclencher une catastrophe régionale qui peut s'étendre parce que c'est un des risques. Donc, comme j'ai dit, la priorité, c'est de revenir à un cessez-le-feu, mais à partir, même si on a un cessez-le-feu, et je pense réellement que le gouvernement Netanyahou ne veut pas le cessez-le-feu, ne veut pas un accord avec le Hamas, il n'a rien à faire des otages, il veut poursuivre le conflit parce que c'est la seule manière aussi de rester au pouvoir pour lui. Donc, vers quoi on va? Moi, j'ai plutôt tendance, mais comme j'ai dit, à penser que le conflit sur Gaza, parce que le conflit dure depuis 60 ans, donc que le conflit sur Gaza ne va pas s'arrêter de si vite. Il y aura peut-être une trêve, mais sans doute les combats reprendront.
Et ce qu'il faut dire, c'est quand même une chose que malheureusement les diplomates européens ne comprennent pas, occidentaux ne comprennent pas, c'est que tant que la question palestinienne restera non résolue, il y aura des conflits. Alors là, tout le monde a été surpris par l'attaque du Hamas, et moi le premier, hein, je veux dire. Mais il peut y avoir aussi éclatement d'une nouvelle intifada. Il peut y avoir... Je veux dire, on ne peut pas faire vivre 8 millions de personnes sous occupation avec une répression permanente, une politique d'apartheid, etc. Et penser que quand ils se révoltent, c'est pas bien. Et oui, des fois, les révoltes s'accompagnent de crimes. Des fois, les esclaves qui se révoltaient dans les Caraïbes au début du 19e siècle contre les colons, ils massacraient des colons, femmes et enfants, etc. Et c'est pas bien, et c'est pas bien de tuer des civils, et c'est pas bien de tuer des enfants, mais à la base de tout ça, il y avait l'esclavage. Et là, à la base de tout ça, il y a l'occupation. Ouais, il y a une autre forme de violence qui existe et qui est beaucoup plus, enfin au quotidien, qui est beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, vous montrez le fait de couper l'eau, de couper l'électricité, de mettre ta... Oui, bien sûr. C'est violent et on peut pas forcément comprendre, notamment en Occident, cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il manque aussi les faits. Bah, merci beaucoup Alain Grèche d'avoir donné tous ces éléments et vraiment j'invite les auditeurs à lire l'ouvrage et même le premier, Vérité sur un conflit, que je trouve toujours d'actualité, toujours intéressant à lire. Et surtout aussi de lire aussi les articles que vous faites aussi sur Afrique 21, Orient 21, qui me semblent aussi essentiels. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce premier entretien sur la série Israël-Palestine que je suis en train de développer. Donc Alain Grèche était le premier invité. Si tu as envie de voir la suite, pense à t'abonner. Et comme ça, tu pourras aussi voir les différents entretiens qu'on mène sur d'autres sujets qui me semblent essentiels. Des sujets climatiques, des sujets économiques, des sujets politiques. Et tu peux suivre le podcast sur YouTube, mais également sur les plateformes de streaming. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Pense à lâcher un commentaire, ça permet de faire remonter la vidéo, d'avoir un meilleur référencement et surtout de toucher beaucoup plus de monde parce que c'est un sujet qui est, je trouve, très mal abordé en France. C'est ce dont on a parlé notamment avec Alain Grèche dans cet entretien. Et donc je pense que c'est essentiel pour pouvoir aussi toucher un plus large public. Merci beaucoup à vous, on se retrouve très vite pour la suite de ces entretiens et pour d'autres contenus. À très vite.